Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la table de concertation des groupes des femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine encourage les femmes à se porter candidates aux élections municipales 2013. C'est juste une question de démocratie, en fait. Les femmes, on est 51 % de la population. Ça serait important qu'on soit plus présente dans les instances décisionnelles. On parle d'intimidation avec deux intervenantes, Mme Nathalie Robinson, psychoéducatrice, et Mme Nadine Poitras, travailleuse sociale. Donc, il faut faire quelque chose et une fois qu'il y a dénonciation, c'est de se mettre dans l'action pour aider la personne dans le besoin. On rencontre M. Carole Moreau, professeur de karaté à Grande-Rivière. Pour moi, là, c'est le plus beau cadeau que je peux donner à un jeune, c'est d'être indépendant, puis de vraiment avoir la confiance en lui, puis d'être capable de se présenter devant le monde. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Courvier. Ça prendrait 20 voitures actuelles, des voitures moyennes, pour équivaloir à la pollution que faisait une voiture des années 60. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20 mars dernier, à Chandler, la table de concertation des femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine présentait le programme « À table, mesdames ». Maryse Monger a couvert l'événement. C'était le 21 mars dernier, au local de Femmes entre elles situé à Chandler, que les membres de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles lançaient le programme « À table, mesdames ». Une vaste campagne de recrutement et d'accompagnement pour les femmes de la région intéressées par la politique municipale. C'est sous le thème « Voulez-vous un bon conseil? Encourager des femmes à se porter candidates ». Les femmes de notre région sont invitées à prendre place au sein de leur conseil municipal le 3 novembre prochain. La table offre aux femmes un programme permettant de recevoir un soutien et un accompagnement tout au long de leur parcours vers la candidature. Pour en savoir davantage, allons rejoindre Mme Céline Breton de la table de concertation des groupes de femmes. Aujourd'hui, on procédait au lancement de la campagne À table, mesdames, qui est un programme d'accompagnement pour les candidates aux élections municipales qui vont avoir lieu le 3 novembre 2013. Donc, c'est tout un vaste programme d'accompagnement. Il y a 3 volets, en fait, un volet promotionnel, un volet accompagnement, et c'est ça, donc pour aider les femmes à se lancer en politique et leur fournir en fait plein d'outils pour qu'elles puissent se lancer en politique en toute confiance. On a besoin de plus de femmes en politique? On en a besoin, effectivement. Donc, les statistiques en Gaspésie, on a quand même, on est la région où on a le plus de femmes en politique, mais on est quand même, au niveau du Québec, c'est 16 % au niveau des mairesses, et en Gaspésie, on est à 27 %. Au niveau des conseillères, la Gaspésie se retrouve au même niveau qu'au Québec, donc à 29 %. Donc, on est encore à 20 % de la parité quand même. Donc, il y a un travail à faire c'est juste une question de démocratie, en fait. Les femmes, on est 51 % de la population. Ça serait important qu'on soit plus présent dans les instances décisionnelles. Alors vous les aidez à se lancer, vous les encadrez aussi, alors grâce à tout un programme lancé aujourd'hui. Oui, c'est ça. On leur fournit une trousse d'outils, en fait. Et dans la trousse, bien là, ils ont vraiment l'information, le guide de la candidate, comment remplir la mise en candidature, tout ce qu'il faut penser avant de se lancer en politique, comment préparer sa campagne. Donc, on touche vraiment tous les volets là, pour la mise en candidature. Ensuite de ça, il y a tout un volet formation également. Donc, on offre 3 formations là, qui vont être disponibles en tournée sur le territoire, dont une vraiment sur la politique municipale qui s'appelle Relève et politique municipale, qui est une formation assez complète de 2h30 là, sur tout le rôle des élus, le portrait de la politique municipale au Québec également. Donc, on essaie de leur donner le plus d'outils possible pour qu'elles soient vraiment prêtes à se lancer. Est-ce que la table travaille seulement sur ces dossiers de politique pour les femmes ou touche d'autres volets? On touche la table, on a 3 volets en fait, là, 3 principaux volets, dont un qui c'est l'analyse différenciée selon les sexes. On a également un autre volet qui est la diversification des choix de carrière pour les jeunes filles. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Et moi, c'est ça au niveau de instance, on ne travaille pas juste au niveau de la politique municipale également, on a plein d'autres. Comme là présentement, j'ai apporté 2 jeunes à l'Assemblée nationale, 2 jeunes du Cégep de la Gaspésie et des îles, qui étaient jumelés avec des députés à l'Assemblée nationale pour connaître le métier de député. Donc, ils ont été emballés de voir tous les dessous du métier, comment ça se fait. Et on sème des graines pour le futur, dans le fond. Et justement, les femmes intéressées à la politique, ou peut-être ont une curiosité, alors vous avez un site web, on peut rentrer en contact avec vous également par ce site. Oui, c'est ça. Donc, on a le site Internet de la table, femmegym.qc.ca, où il y a toute l'information de la campagne qui est dessus. On a également une page Facebook,
donc à table mesdames. Donc, il y a plein d'informations sur la page Facebook. Et on a un numéro 1-800, donc 1-855-523-FEMMES. Et là, les femmes peuvent nous téléphoner et prendre de l'information sur le programme, décider ou non de s'inscrire au programme à table mesdames. Parlons maintenant d'un phénomène très présent dans notre société actuelle, l'intimidation. Comment bien comprendre ce phénomène, savoir bien l'identifier, surtout bien réagir lorsqu'on est témoin ou victime d'intimidation? Pour en savoir plus, regardons l'entrevue qui suit. Eh bien, mesdames et messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Nathalie Robinson, psychoéducatrice pour la commission scolaire Rocher-Percé, et Mme Nadine Poitras, travailleure sociale à la polyvalente de Grande-Rivière. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Alors, la raison de notre rencontre aujourd'hui, on veut faire de la sensibilisation sur la violence et l'intimidation. Alors, on va débuter peut-être en discutant un peu de texte de loi, comment interpréter un texte de loi bien précis. La loi 56, elle consiste en quoi? C'est ça. Dernièrement, on a entendu beaucoup parler de la loi 56 ou de l'intimidation dans les médias. Donc, la loi 56 a été amenée par la ministre Beauchamp en février 2012, puis elle est descendue dans les écoles en juin 2012. Elle a été mise en place spécifiquement pour traiter et combattre la violence et l'intimidation dans les écoles. Cette loi-là amène prioritairement les bonnes définitions. Définition de l'intimidation, définition de la violence, définition des conflits. Amène aussi des obligations d'agir au milieu scolaire, mais aussi d'agir rapidement. Donc, il faut faire quelque chose et une fois qu'il y a dénonciation, c'est de se mettre dans l'action pour aider la personne dans le besoin. Alors, pour bien comprendre là, exactement le sens de la loi, c'est important de bien faire la différence entre ce qu'est de l'intimidation et un conflit. C'est bien ça, parce qu'il y a une belle différence à faire, parce que comme Nathalie le disait, dans les médias, on entend beaucoup parler intimidation, sauf que dans les faits, souvent, on peut avoir affaire avec une situation qui est simplement un conflit où on peut le gérer autrement que par une démarche d'intimidation. Donc, de l'intimidation, au sens propre, c'est un acte de violence qui est répété, qui est récurrent, où il y a un rapport de force entre la cible, la victime, et l'agresseur, où aussi s'installe un sentiment de détresse chez la victime, étant donné le rapport de force qui est inégal. Tandis qu'un conflit, lui, c'est présent tout au long de notre vie. On a affaire avec des conflits tout le long de notre vie d'adulte ou d'enfant. C'est aussi la différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de rapport de domination, c'est d'égal à égal. Et on peut aussi gérer le conflit par une bonne communication ou une médiation. Donc, ce qui est vraiment important dans la différenciation entre l'intimidation et le conflit, intimidation, on pense à acte de violence répété avec un rapport de force inégal, tandis que le conflit, c'est un rapport de force égal où on peut gérer ça avec une bonne communication. Bien important de faire la différence entre les deux. Puis, un conflit peut être aussi, en général, d'une divergence d'opinion. Oui. Il y a plusieurs formes aussi de violence et d'intimidation, les plus fréquentes que l'on peut voir directement sur le terrain. Là. Bien, je vous dirais qu'il y a des formes, on peut les mettre en 4 catégories. Oui. Là. On s'entend que c'est souvent l'intimidation ou la violence, ça semble être des gestes anodins, mais quand il y a les caractéristiques que je vous ai nommées tout à l'heure au niveau de l'intimidation, ça prend vite un chemin, des insultes ou ces choses-là, puis là, ça devient de l'intimidation. Fait qu'on peut les mettre en 4 grandes catégories. Là. Je vous dirais, il y a la violence psychologique, physique. On va commencer par la physique, celle qui est plus visible. Donc, ça peut être des coups de pied, des coups de poing, tirer les cheveux. Ça, c'est directement à la personne elle-même qui va le subir, mais ça peut être aussi en lien avec la propriété de la personne, lui voler ses biens, vandaliser ses biens pour lui faire du mal. Donc, on peut considérer ça comme de la violence physique. Il y a aussi la violence verbale. Ce qui est la violence verbale, on parle d'insulter quelqu'un, de le menacer, de le battre, de faire des blagues cruelles, tout ce qui va aller au niveau vraiment... La communication. Communication. Celle qui est sociale, c'est quand on va parler de rejet. On va exclure quelqu'un d'une activité, on va l'exclure d'un groupe d'amis, on va l'ignorer. On parle de la violence sociale, qui a toujours un aspect psychologique dans le fond. Peu importe de quelle violence on va parler, il va toujours y avoir un impact psychologique chez la victime. Puis, dans cette violence verbale-là, on pourrait aussi rentrer tout ce qui est injure discriminatoire. Quand on parle d'une différence par rapport au poids, par rapport à la grandeur, par rapport à un handicap, par rapport à l'ethnie,
ça peut être considéré comme des injures discriminatoires parce qu'on va prendre cette différence-là pour instaurer de la violence ou avoir un manque de respect, dans le fond. C'est un peu ça. Puis, celle que je viens de vous parler, qui est la violence verbale et sociale, on peut la transférer dans l'univers du cyberespace. Vous savez, c'est quoi, on entend beaucoup parler. Il y a tous ces actes-là, c'est ça, se font aussi dans le cyberespace, c'est-à-dire tout ce qui est technologie. Les cellulaires, tout ce qui est médias sociaux, Facebook, MSN, courriel, tout se fait là. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans la violence, la cyberintimidation, on entre aussi tout ce qui est photo, qui est publié à l'insu de la personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut donner son autorisation de faire une publication de photos. Souvent, les jeunes, ils vont se poser entre eux autres, envoyer ça sur Facebook. Des fois, ça n'a aucune incidence, mais des fois, ça peut être repris, puis faire des montages, puis c'est là que l'intimidation entre, puis il y a des dénigrements, ces choses-là. Donc, ça fait partie de la cyberintimidation. La dernière partie, c'est celle qui est sexuelle. Donc, on parle de commentaires à caractère sexuel, de dénigrement, on parle de commentaires homophobes, des blagues homophobes sur l'orientation sexuelle. On parle aussi d'incitation au dévoilement de soi. Ça veut dire « Ah, montre-moi un peu de ta peau, tes épaules. » Il faut faire attention à tout ça. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est en train d'agacer, mais qui répète souvent, qui essaie de baisser les culottes de quelqu'un. On parle de violence sexuelle. Dans le fond, c'est à peu près les 4 grandes formes de violence qui existent où on peut les mettre en catégorie. Et bien être conscient que quelle que soit la forme qui est faite, elle peut avoir des conséquences très graves là, sur la personne qui en est concernée. C'est comme des fois on dit une violence physique va être plus douloureuse pour quelqu'un qu'une violence verbale. C'est pas le cas. Une violence verbale peut autant détruire la personne qu'une violence physique en tant que telle. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'effet psychologique que cela entraîne. Toutes les formes de violence prennent celle de la psychologique parce qu'il y a toujours des conséquences psychologiques. Très intéressant, puis ça montre aux gens à la maison qu'il faut tenir compte de plusieurs aspects. Hein. C'est bien ça. On entend souvent les jeunes dire le mot « stouler ». Hein. Ça, c'est vrai, tout à fait vrai qu'on entend ça régulièrement dans le vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui. Ça signifie quoi au juste ce mot-là? Effectivement, on l'entend souvent chez nos jeunes, mais on l'entend souvent à tort auprès des adultes aussi, auprès des parents, auprès des gens dans la communauté. Stouler, la définition du mot stouler, c'est vraiment dans le but de se venger ou de causer du tort à quelqu'un. En contrepartie, il y a dénoncer. Dans le mot dénoncer, qui est bien écrit, il y a le mot non à l'intérieur de dénoncer. Puis dénoncer et stouler, c'est complètement 2 choses différentes. Ben, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Dénoncer, c'est dire non, premièrement. Ah bon? C'est faire en sorte que la situation cesse et d'apporter de l'aide aux personnes quand on dénonce une situation. Donc, stouler, c'est dans le but de causer du tort ou de se venger, tandis que dénoncer, c'est de faire en sorte que la situation cesse et d'apporter de l'aide aux personnes concernées. Donc, c'est 2 mots bien différents. Est-ce que l'intimidation est plus présente chez les garçons que chez les filles? Moi, je vais répondre, elle est tout aussi présente, sauf que la forme est différente. Chez les filles, on va beaucoup plus parler de rumeurs, de violence verbale, ces choses-là, et de cyberintimidation. Tandis que chez les garçons, on va parler plus de violence sous forme de jeux violents, ces choses-là. Mais c'est à peu près l'équivalent là, au niveau de la présence de la violence chez les garçons ou les filles. Donc, il n'y a pas de sexisme là-dessus? Non, c'est dans la forme que c'est différent. Avez-vous des conseils à donner afin que les parents puissent avoir une bonne surveillance sur Internet? Parce qu'on le sait aujourd'hui, les enfants, avec tous les appareils électroniques qui sont présents, ça peut être difficile des fois d'avoir un contrôle sur la façon avec laquelle ils surfent sur le net. Naturellement, donner des conseils sur comment la prévenir, cette cyber-intimidation-là. Le premier conseil qu'on donne aux parents, aux adultes qui entourent les jeunes, c'est essayer d'apprendre comment fonctionne l'univers d'Internet. Ce qui est tout un défi en soi. C'est tout un défi, mais juste d'avoir des petits cues, comment ouvrir un Facebook, comment fermer un Facebook, comment aller voir les amis en ligne, ça peut être très aidant, là. Ça évite les petites vites que nos enfants ou nos adolescents peuvent nous passer. Juste le fait de vouloir s'informer comment ça
ça fonctionne, mais souvent, ça permet aux jeunes de, bon, faut que je fasse attention un petit peu plus dans ma façon de faire. Déjà là, il y a un petit signal d'alarme. Est-ce que vous trouvez toujours pertinent d'avoir un ordinateur familial dans un coin où c'est un endroit qui a beaucoup de passages? C'est ce que je partais pour vous dire, c'est que idéalement, c'est d'avoir l'ordinateur dans un espace familial, justement, pas enfermé dans la chambre du jeune où il peut y avoir accès à n'importe quelle heure dans la nuit, où il n'y a pas aucune supervision parentale. On doit peut-être être aussi sensible à ça lorsque notre enfant passe peut-être beaucoup de temps dans sa chambre avec un appareil qui permet d'aller surfer sur le net, de peut-être un peu se poser des questions sur le genre de fréquentation qu'il peut avoir et peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à cacher, là, et voilà. allumé là-dessus. Là. C'est ça, vous lui posez des questions, justement comme vous feriez si c'était un ami qui viendrait à la maison le voir, le fréquenter. Vous posez le même genre de questions pour un ami virtuel, parce qu'on sait très bien que les connaissances, c'est infini. Hein? Le net, c'est public, donc c'est infini au niveau mondial. Donc, ils peuvent avoir accès à plein de gens, pas nécessairement des gens fréquentables et tout ça. Advenant le cas où un parent s'apercevrait que son enfant ou douterait que son enfant est peut-être victime de cyber-intimidation, quelle est l'attitude à avoir là, lorsqu'on constate ça en tant que parent? Là? Bien, c'est certain, c'est de dénoncer la situation, c'est de faire cesser, première des choses, le contact avec l'agresseur et de ne pas répondre à l'agresseur. Quand on répond à l'agresseur, c'est ce que lui s'attend. OK? Donc, on fait cesser tout ça. De ne pas répondre avec menaces ou insultes, parce que là, la situation pourrait se retourner contre votre enfant. Lui pourrait être accusé de menaces ou de lui-même de cyber-intimidation. Ce que je vous dirais aussi, c'est de bloquer tout simplement les adresses de ces agresseurs-là. Parce qu'il y a toujours une fonction où on peut aller bloquer les agresseurs ou les gens avec qui on ne veut pas être en lien, ces choses-là. Donc, aller bloquer ça. De toujours garder en mémoire, en historique, les conversations, tout ce qui peut être une preuve pour les policiers là, en vue d'une possible plainte au niveau de la Sûreté du Québec. En ce qui concerne les symptômes qu'on peut voir chez un enfant lorsqu'il qui peut être victime justement d'intimidation, est-ce qu'il y a des petits signes là, qui sont avant-coureurs? Certains symptômes peut-être à observer pour un parent ou l'environnement, si votre enfant commence à inventer des prétextes, par exemple, pour ne pas aller à l'école, des mots qui surviennent, qui n'étaient pas là auparavant, des mots de tête, des mots de cœur. Bref, des prétextes pour ne pas aller à l'école, qui perd des objets. Perd son iPod, perd son argent de poche, mais il vous dit tout simplement qu'il les a perdus. S'il y a une diminution au niveau de la motivation scolaire ou du rendement académique aussi, au niveau des changements au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit aussi, plus ou moins d'appétit, plus ou moins de sommeil, par exemple. Si, par exemple, vous vous rendez compte qu'au niveau social, il s'isole, votre enfant s'isole de plus en plus, qu'il y a peu ou pas d'amis près de lui, il évite les questions que vous lui posez. Tout ça pourrait être des symptômes ou des caractéristiques qui pourraient annoncer une problématique. Et là, on parle d'intimidation, mais ça pourrait... Un enfant qui a des comportements comme ça, c'est pas seulement dû à de l'intimidation, ça pourrait être dû à autre chose aussi, à des symptômes dépressifs ou d'anxiété. Mais le but, c'est d'être alerte à ces changements de comportement-là et de questionner leur enfant à ce sujet-là. Donc, être très attentif. Absolument. Et si on voit, quel que soit le symptôme qu'on vient de nommer, eh bien, de ne pas attendre que ça s'accumule, parce que plus qu'on va attendre, souvent, bien, les symptômes vont s'ajouter. Puis c'est pas de faire l'autruche, hein, parce que des fois, par crainte ou des résultats, on pourrait éviter de poser des questions en se disant « Ah, c'est l'adolescence, ça va passer », mais peut-être pas. Faut questionner justement pour pas que ça aille plus loin. Et si jamais c'est de l'intimidation, de faire les démarches là, qu'on va vous expliquer. Exactement, parce qu'il y a de l'aide qui existe, on va y arriver. Là. Mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire si on est vraiment certain que notre enfant, bien, il en est victime de l'intimidation? À partir de ce moment-là, quelles sont les étapes à suivre? Puis je vous dirais, certain et même dans le doute, d'agir de la même façon. Il faut mieux agir dans le doute, en fin de compte. Absolument. Parce que ça peut hypothéquer la vie de notre enfant. Et voilà. Absolument. Puis d'éviter, justement, dénoncer, comme je vous disais tantôt, c'est de faire en sorte que la situation cesse. Donc, je pense qu'un enfant qui dévoile, ou qu'un ami de votre enfant peut-être, ou un autre adulte vous dévoile une situation quelconque d'intimidation, ou qu'il y a un doute d'intimidation, je pense que prioritairement, c'est de rester calme et d'écouter.
ce que l'enfant a à dire. L'écoute, là, c'est la base. Absolument. D'éviter le jugement. Comme, ben oui, hein, on sait bien avec ceux que tu tiens là, éviter ça, des commentaires qui pourraient freiner la communication. Dans mon temps, moi, ça se passait comme ça, puis je comprends Par rien à exemple, votre... exactement. Donc, c'est prioritairement, premièrement, d'écouter ce que l'enfant a à dire, de le questionner. Depuis quand? Quand on parlait tantôt de répétition, depuis quand ça se passe? À quel endroit ça se passe? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est à l'OTJ? Est-ce que c'est tes cours de karaté, par exemple? C'est de questionner l'enfant si, qui, où, quand, comment, finalement, pour en savoir davantage. Et l'état de votre enfant aussi sera important à tenir en compte, à considérer. Par la suite, c'est de parler à la direction d'école. Que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est d'appeler l'école respective de votre enfant. Avec la loi 56, dans chacune des écoles, il y a quelqu'un de responsable qui a été nommé pour traiter et prévenir la violence dans les écoles. Donc, la première personne à contacter, évidemment, on ne connaît pas toujours les intervenants en place, c'est d'appeler la direction d'école et de faire état de la situation, de dénoncer ce qui est en train de se passer. Et là, il y aura une cueillette d'informations par les intervenants concernés auprès de l'enfant. Et tout ceci sous l'anonymat. Donc, on a des intervenants qui ont les compétences pour intervenir à ce niveau, au niveau de l'intimidation ou d'autres sortes de conflits. Donc, c'est d'encourager votre enfant à dénoncer, aussi à aller voir les personnes ressources. Et si l'enfant, qui arrive quand même souvent, n'est pas en mesure de le faire lui-même, de l'accompagner dans cette démarche-là, de l'accompagner aussi dans les recherches de solutions. Aussi, que ce soit à l'école ou non, de l'encourager aussi à se tenir auprès avec son groupe d'amis, de ne pas rester seul dans des endroits isolés non plus. C'est certain qu'en prenant contact avec les directions d'école, après, il y aura des mesures à mettre en place. C'est quand il y aura la cueillette d'informations, il y aura à voir au niveau scolaire s'il y a des mesures particulières de protection à mettre pour l'enfant. Donc, c'est important de dénoncer parce que dénoncer, je l'ai dit tantôt, je le répète encore, c'est faire en sorte que la situation arrête et c'est faire en sorte d'apporter de l'aide à la personne qui en est victime, mais à l'autre aussi, qui fait subir l'intimidation aux autres. Ces deux personnes-là ont des besoins différents, qui parfois pas trop différents non plus, mais de leur apporter de l'aide parce que le message qui est lancé à la victime, à la personne qui en est victime, et que l'adulte ne dénonce pas, de un, ça laisse le message dans sa tête qui n'en vaut pas la peine et qu'il mérite ce qui lui arrive. Donc, voilà l'importance de dénoncer. Quelqu'un qui en est témoin, un adulte, un parent, qui ne dénonce pas, c'est le message qui est laissé à son enfant. Je ne le mérite pas ou j'en vaux pas la peine. Le message qui est laissé à la personne qui va agresser ou intimider, c'est « vas-y, continue ». Il n'y a pas de conséquences. Et le message qui est lancé au témoin, à la personne ou à l'autre élève qui voit ce qui se passe et que l'adulte ne fait rien pour que la situation cesse, c'est de l'indifférence, absolument. C'est « s'il m'arrive quelque chose, il ne sera pas là pour me protéger moi non plus ». Oui. Donc, en ayant ça en tête, je pense que ça peut aider à ce que les gens prennent conscience de ce que toute l'intimidation ou d'autres problématiques peuvent laisser. Il faut bien être conscient qu'il y a des ressources professionnelles qui sont disponibles au niveau des établissements scolaires. Oui. À nous de les utiliser. Absolument. Et puis, justement, il existe de la documentation qui a été préparée en fonction de sensibiliser les parents et aussi montrer aux parents comment faire et de quelle façon il faut procéder. Ça a été fait sous forme de dépliant. Alors, la façon avec laquelle on peut aller chercher cette information-là et on peut se procurer cette information-là. Oui, je vais y répondre. Peut-être ajouter une petite chose, c'est que dans toutes les écoles, que ce soit à l'école secondaire de Grande-Rivière et toutes les écoles primaires satellites, il y a des billets de dénonciation. Ah oui? Donc, ça peut se faire dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Ça, c'est important de le savoir. Absolument. Il y a des boîtes, c'est pas encore en place dans toutes les écoles primaires, mais il y a des boîtes de dénonciation. Les jeunes ont en main déjà les papiers de dénonciation. Donc, le parent peut accompagner l'enfant à le compléter et l'enfant, lui aussi, peut aller le compléter et aller le déposer dans la boîte
en toute discrétion. Juste pour faire un ajout à ça, moi, je suis à l'école secondaire du littoral et tous les élèves ont été rencontrés et le billet de dénonciation leur a été remis et présenté pour la démarche. Donc les enfants sont sensibilisés oui. à cette pratique-là. Et puis, absolument, oui. Puis, pour revenir au dépliant, effectivement, le dépliant, lui, résume en gros toutes les informations qu'on vient de vous donner. La différence entre l'intimidation et le conflit, faire la différence entre stouler et dénoncer, les sites Internet pertinents, les formes que Nadine a décrites tout à l'heure, sont à l'intérieur d'un dépliant qu'on a construit, qui seront donnés à la prochaine remise des bulletins, encore là à l'École secondaire de Grande-Rivière et toutes les écoles satellites primaires. Puis, on profite de l'antenne aussi pour demander presque aux commerçants pour une ouverture à ce qu'on puisse laisser nos dépliants à la communauté. C'est de la sensibilisation, c'est de la prévention. C'est de l'éducation aussi. C'est de l'éducation, tout à fait. Donc, plus les gens sont en mesure de détecter ce qu'est vraiment de l'intimidation, on sera davantage en mesure de mieux intervenir. Puis on se donne d'outils aussi pour faire face à la situation. Exactement. Ben oui, parce que la violence ou l'intimidation, c'est un problème de société. Ça appartient pas seulement à une personne ou à un groupe de gens. C'est un problème de société. Fait que tout le monde ensemble, si on met la main à la pâte, on devrait en tout cas arriver à faire en sorte qu'il y ait plus de sensibilisation et moins de tolérance. Et avec la popularité d'Internet, j'imagine qu'il y a des sites Internet sur lesquels on peut aller chercher de l'information aussi? Oui, il y en a d'excellents, là, où l'information est très facile à comprendre et facile d'accès. Il y a entre autres le site du ministère de l'Éducation, du loisir et des sports qui se nomme « Moi, j'agis ». Il y a toujours bel et bien Jeunesse, j'écoute, nos traditionnels et tels jeunes qui sont là, eux autres, depuis des années et ont rajouté à leur onglet l'intimidation et la violence. Il y a aussi Enfants avertis, qui est un site super pour aller, pour les parents surtout. Puis CyberAide, tout ce qui concerne la cyberintimidation, on peut y retrouver plein d'informations. Donc, on peut dire que ça a été une entrevue très éducative. Moi, j'ai appris beaucoup à l'intérieur de cette entrevue-là. Ça a été un plaisir de vous recevoir en studio. Auriez-vous, en terminant, un dernier message à la communauté en ce qui concerne ce sujet qui est un sujet, on peut le dire, d'actualité? Absolument. Oui, on a le message, je pense, prioritaire, c'est de ne pas rester seul avec ça. C'est de ne pas rester seul, c'est d'énoncer, c'est d'appeler. Dans le doute, appeler les ressources disponibles pour voir si effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Puis, il ne faut pas se gêner. On est là pour ça. Puis dénoncer, c'est de reprendre le pouvoir sur la situation, c'est d'arrêter d'être victime et de reprendre du pouvoir sur notre vie, notre situation, de la reprendre en main. Alors, soyons tous solidaires de cette cause-là. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Le karaté est un sport très populaire à Grande-Rivière. J'ai réalisé une entrevue avec un passionné d'arts martiaux. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Carole Moreau, professeur de karaté à Grande-Rivière et propriétaire du dojo Moreau Karaté. Alors, bonsoir, M. Carole. Salut, Mirko. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, M. Moreau, on vous reçoit en studio aujourd'hui pour discuter de l'école de karaté qui est en opération à Grande-Rivière. Une école de karaté qui a comme professeur quand même une personne d'expérience. Et je pourrais peut-être débuter l'entrevue en faisant un bref historique de votre cheminement en l'intérieur du karaté pour que les gens qui ne vous connaissent pas, malgré que vous êtes quand même assez connu à Grande-Rivière, mais qui voudraient en savoir plus sur votre cheminement personnel. Oui. Oui, Mirko, ça fait, là, je pourrais dire, ça fait au-dessus de 40 ans que j'ai commencé à faire du karaté, depuis l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans. Puis, j'ai progressé toujours en faisant de la compétition, beaucoup de compétition, parce que moi, j'étais un gars de compétition. Puis, ça a débuté comme ça, avec la compétition, avec mon ancien professeur, ça fait longtemps, on parle de 40 ans, là, ça fait un bon bout, mais... tout ce temps-là, j'ai progressé beaucoup en allant à l'extérieur, puis aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, au Canada, à la grandeur du Québec. Vous avez une grande expérience de compétition et vous avez beaucoup compétitionné aussi. Oui, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales, grandes nationales, à New York, Boston, Rhode Island. J'ai fait un petit peu de toutes les compétitions partout. Puis à la grandeur du Québec, partout, Ottawa, Gatineau, Maniwaki, Val-d'Or. J'ai fait tout le tour au complet. Vous avez travaillé aussi avec des karatéka men assez populaires dans le monde aussi, oui. de la cascade. J'ai oublié le nom du monsieur. Oui, Jean Frenette. Exactement, là, une personne là, qui est de renommée internationale. Hein? Ah oui, Jean Frenette, c'est un gars qui a été au moins une quinzaine d'années champion du monde en kata.
Puis il a fait beaucoup de cascades, puis il a fait Police Academy, il a fait beaucoup de films. Puis là, aujourd'hui, il s'est retiré du karaté, mais il continue à faire ses cascades, puis il fait ça pour gagner sa vie, vraiment. Vous nous aviez fait même le privilège de l'inviter à une certaine époque à Grande-Rivière, et puis même vous aviez fait une petite démonstration. J'étais présent, j'étais un des privilégiés qui a pu le rencontrer. Puis pour ceux à la maison qui sont à peu près de mon âge, là, dans la début quarantaine, là, vous enseignez à l'époque aussi au Collège de Grande-Rivière pendant plusieurs années. Oui, oui, j'ai fait ça au moins 25 ans, au-dessus de 25 ans, à des écoles. Puis après, ben, quand que ça s'est présenté, là, que j'avais arrêté un bout de temps, j'ai arrêté à peu près, ça fait 8 ans que j'avais arrêté de donner des cours. Puis j'avais au moins une 15-20 ceintures noires, que ici, c'est ça qui est de valeur, c'est qu'on monte nos élèves jusqu'à ceinture noire. Après qu'ils sont rendus à 16 ans, 17 ans, bien, ils quittent pour aller à l'extérieur, pour aller étudier. Puis là, ben, des fois, ça te donne des petits chocs là, qui n'est pas évident parce que tu montes 20 jeunes ensemble, puis tout d'un coup, ils s'en allent les 20 en même temps. C'est pas facile de recommencer à zéro. Là. Puis, veut pas, il y a un lien qui se tisse là, avec les étudiants. Oui. Et puis, on a l'impression un peu de perdre une bonne relève. Là. Oui. Mais ça, c'est un autre dossier, l'exode des jeunes. Là, oui, c'est ça. Puis, faut se dire, moi, ce qui m'encourage aujourd'hui, que je recommence encore à redonner mes cours, c'est que ces jeunes-là qui sont partis à l'extérieur, ils m'ont jamais oublié parce que les difficultés qu'ils ont eues, parce que je n'ai rencontré plusieurs, puis ils ont tous des beaux métiers. La plupart de tous mes jeunes, ils ont tous des beaux métiers, des polices, des docteurs, et un peu de tout. Oui. Puis quand ils me voient, ils me disent tout le temps, les moments les plus difficiles, on pense à toi. Puis tu me disais tout le temps, vas-y, lâche pas, puis il faut que tu... Puis c'était ça qui était réconfortant, là, quand je pouvais me dire que au moins j'ai apporté quelque chose de bon, qu'il y avait du courage, puis quand il y avait du découragement, bien, ils pensaient à moi pour aller plus loin. Puis, là, on touche vraiment un bon aspect là, de ce que ça peut apporter de pratiquer le karaté dans sa vie de tous les jours. C'est un mode de vie en soi. Hein? Ah oui, oui, Mirko, c'est... moi, ce que je donne aux jeunes, c'est vraiment... pour moi, là, c'est le plus beau cadeau que je peux donner à un jeune, c'est d'être indépendant, puis de vraiment avoir la confiance en lui, puis d'être capable de se présenter devant le monde, n'importe de quelle place pour aller voir un métier, comme que je préparais dans mes cours présentement, c'est comment se présenter pour aller voir pour de l'ouvrage, tout ça. Ça fait partie du karaté, de se présenter, d'être droit, puis de ne pas avoir la tête basse, puis c'est vraiment regarder les adversaires dans les yeux, puis la confiance. La discipline, valeur sportive, l'importance du conditionnement physique. Oui, il y a un travail, il y a un beau travail à faire dans ça, puis ça me demande beaucoup de patience, parce que aujourd'hui, même avant, c'est que faut que je prépare les jeunes, mais il faut que je prépare les parents aussi. Parce que aujourd'hui, avec les activités que les jeunes ont, avec les ordinateurs, puis un peu de tout, c'est pas évident de les faire sortir des maisons pour venir s'entraîner le soir. De plus en plus sédentaire, hein? Oui, c'est rendu assez difficile, mais malgré tout, ceux-là que j'ai accrochés présentement sont mordus. Ils sont mordus, mais c'est comme que je t'ai dit, c'est un apprentissage que j'ai à faire avec le jeune puis le parent, parce que le parent, il faut qu'il reconnaisse que le jeune vient faire de l'entraînement, puis c'est pas facile pour lui non plus pour s'entraîner. Il faut que le parent est en arrière pour l'épauler. Et dernièrement, j'ai un parent qui me conseillait, qui me dit, Carole, moi, des fois, le mien, quand il va pas, c'est parce qu'il est en punition. Parce qu'il aime tellement de karaté, puis c'est la seule place que je peux aller punir quand je lui ai fait comprendre de quoi. Mais j'ai fait comprendre aux parents que c'était vraiment pas la bonne méthode, parce que si ton jeune aime ça, ben laisse-le l'aimer, mais punis-le pas à cause qu'il aime ça. Et puis, connaissant M. Carole, il y a peut-être un encadrement assez serré qui peut se faire directement durant l'enseignement de karaté, lorsque le parent communique peut-être le petit problème avec l'enfant. Parce qu'on le sait, lorsque un parent a à se confier au professeur de karaté, ça demeure toujours confidentiel. Et puis, on peut toujours cheminer dans ce chemin disciplinaire-là sans empêchant le jeune de pouvoir cheminer à l'intérieur de l'entraînement. Parce que c'est tellement rigide et surtout, il faut avoir un suivi constant pour atteindre nos objectifs, que si on manque plusieurs cours, on peut avoir des difficultés à suivre le train. Là, hein? C'est ça. C'est pour ça que je demande souvent, à toutes les 3 semaines, un mois, aux parents de venir assister au cours, qu'est-ce qui se passe. Puis, en même temps, quand je peux parler avec le parent, bien, s'il me dit un petit problème que son jeune a, bien, je peux analyser. Exactement. Puis, ça me sert comme d'expérience à donner à tout le monde après. C'est ça qui est le fun, la communication entre parents et enfants et professeurs. C'est ça que je veux.
Et depuis ce temps-là, eh bien, dernièrement, vous avez inauguré votre propre dojo, là, Moro Karaté, là, à Grande-Rivière, là, ce qui est une bonne nouvelle pour le milieu, là. Oui, oui, c'est quoi que ça fait beaucoup, là. Ça fait longtemps que je rêve ce cadeau-là que je m'ai fait parce que j'ai eu de l'aide de mon père, mais c'est un cadeau que je voulais avoir, ça fait longtemps, puis je pense que c'est arrivé, là, puis là, je suis bien content parce que je suis chez nous, dans mes affaires, avec l'entraînement spécial que je donne à mes jeunes, puis je pense que je vais sortir des bons athlètes. Parce que présentement, là, ça fait seulement 5 mois qu'il y en a qui s'entraînent, puis je vois déjà là, des champions parmi le... Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle vraiment d'un établissement qui a été construit en fonction de faire de l'activité physique et d'enseigner le karaté. On voit, là, on va peut-être voir des images au moment où on se parle, là, il y a un étage réservé, là, vraiment, on voit que c'est vaste, oui. Et puis qu'il y a des, est-ce qu'on appelle ça des punching bags? Oui, des punching bags. Et puis au premier étage, avec un revêtement au niveau du plancher, assez spécial, merci, hein, quand on a marché dessus, là, c'est une expérience en soi, mais qui aide beaucoup à absorber au niveau des chocs lorsqu'on fait de l'activité physique, disons, intense. Et puis on voit toute la panoplie d'appareils que vous avez au niveau des bicycles pour la remise en forme. Donc vous utilisez tout cela là, pour faire de l'entraînement un entraînement vraiment complet là, au niveau... Oui, c'est ça que je cherchais, ça faisait longtemps. Avec l'expérience que j'ai été chercher dans les compétitions, j'ai été chercher de l'expérience là, sur ce côté-là parce que je voyais tout le monde ce qu'il faisait comme entraînement, tout ça. Puis j'ai été chercher le plus dans chaque place. Puis quand j'allais visiter d'autres dojos, ben, je voyais qu'est-ce qu'il y avait. Puis ben, c'est ça qui est le fun quand tu voyages. Hein. Ouais. Tu vois de tout. Puis là, ben, tu t'en viens chez vous avec tes produits. Puis là, tu refais ton affaire. C'est ça que tu vas chercher l'expérience d'un professeur. C'est pas rester ici puis de ne pas faire rien. Moi, j'en ai connu beaucoup de professeurs qui font pas beaucoup de compétition. Puis ils sont là, moi, je suis pas un gars de compétition. Mais c'est l'avantage de la compétition, c'est que tu apprends à sortir du pays, de la place. Puis tu reconnais qu'est-ce que les autres font de bien, puis tu l'emportes chez vous. C'est ça, je pense que c'est ça qui m'a donné ma force dans le karaté, c'est d'aller voir ailleurs. Puis faire de la compétition contre des gros, puis des champions du monde, puis c'est ça qui m'a donné l'expérience d'aller chercher de quoi que quelqu'un ne peut pas aller chercher à s'entraîner tout seul. Et pour les jeunes, là, participer à un tournoi, c'est une expérience en soi. Là, on parle d'une expérience de vie que tu ne vivras pas autrement qu'en y participant. Là, hein? Non, c'est des talents de beaux challenges. Ah oui, c'est vraiment de quoi, là, Mirko, ça fait partie de karaté, ce que je disais, là. C'est tellement vaste, là, aller chercher de l'expérience dans tout. Le jeune qui va là, il combat sa peur, il combat la nervosité, il va chercher la confiance en soi, puis il voit aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs. Tu sais, il est bien beau de le dire aux jeunes, tu vas faire ça, mais si tu ne peux pas lui montrer qu'est-ce qu'il vaut, puis il faut qu'il va le voir lui aussi pour dire, hey, le prof, là, il a vraiment raison. Puis ça qu'il m'a dit, c'est vraiment vrai. Puis ben, l'expérience, chez nous, c'est quel fun, c'est que dans mon dojo, j'ai tout mis mes trophées que j'ai gagnés pendant plusieurs années. Ils sont tous illustrés. Puis là, les jeunes le voient, ils disent, hey, moi, j'aimerais ça voir ça. C'est des buts qui se donnent. Puis je suis là pour les aider. Puis avec l'expérience que j'ai, je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux donner à la place à partir de Grande-Rivière parce que j'espère que le monde va en profiter parce que c'est une des plus belles choses qu'on a à Grande-Rivière au point de vue sportif. Là. Karaté, c'est vraiment... On parle de karaté, art martial. Faisons une petite parenthèse, Carole, sur l'aspect peut-être, entre guillemets, violence de la pratique de ce sport-là. Entendons-nous, le karaté, c'est pas un moyen de faire la promotion de la violence. Et le jeune qui va suivre un cours de karaté avec toi n'apprend pas nécessairement à mal utiliser cet art martial-là. Hein? Non. Moi, ce que j'essaie de donner aux jeunes, c'est... Comme je te disais tantôt, la confiance en soi, puis tout ça, c'est comme avec les écoles. Aujourd'hui, à l'école, on voit beaucoup de taxage. Puis, pour essayer à tout régler ces problèmes-là, il faut que le jeune, se faire intimider, puis tout ça. C'est qu'il y a confiance. C'est la confiance qui manque, dans le fond, pour parler. S'il avait confiance à ses parents, il pourrait peut-être parler. Mais s'il a confiance à quelque chose, en lui-même, pour commencer, c'est la base. Puis la confiance en soi, c'est ce qu'on fait. On leur donne la confiance en soi pour qu'ils puissent développer d'autres choses après. Ça c'est comme une roue qui tourne. Si tu as confiance en soi, bien là, tu vas pouvoir aller parler avec tes parents. Des gars, lui, il m'a intimidé, puis c'est pas normal, puis il va parler parce qu'il va être capable de le faire. Parce qu'il va avoir confiance en lui. Il se renfermera pas sur lui-même, puis absorber le problème tout seul. Il va en parler parce que
Nous autres, au karaté, on est là pour regarder qu'est-ce que le jeune fait, qu'est-ce qui a amélioré, puis on voit qu'est-ce qui se passe. L'autocontrôle, le self-control, C'est ça, le oui, self-control beaucoup. Puis on voit à l'intérieur des exemples d'entraînement là, que j'ai eu la chance de pouvoir aller filmer, là, que vous faites très attention aussi à ce que les enfants, les jeunes ne se blessent pas et que ça dégénère pas. Hein, parce que parfois on est compétitif. Puis on reçoit un coup de pied qui ne fait pas nécessairement notre affaire. Puis d'apprendre à avoir un certain contrôle et puis faire attention. Là, oui, puis c'est pour ça que quand je te disais tantôt que les parents, j'aime ça quand ils viennent me voir parce que je suis pas gêné de montrer ce que j'enseigne. Puis que les parents viennent me voir, puis voir ce qu'on fait, ça me fait plaisir parce qu'ils vont comprendre pourquoi qu'on fait ça. Parce que le jeune qui rentre, comme que j'ai des petites filles, puis j'ai des petits gars, puis c'est la plus belle méthode de montrer à la petite fille comment se défendre contre un garçon. Ils se battent entre garçons et filles, puis là, ben, le petit fille, il trouve ça impressionnant pour commencer, parce qu'il dit « Hey, moi, je me bats contre un gars, je veux pas... » Là, je suis là pour les watcher, pour pas qu'ils se blessent. Puis en même temps, la petite fille me dit, ben, je suis capable de me défendre. Ouais. C'est ça que je te dis, la confiance vient de loin. C'est une roue qui tourne à cause de ça, parce que je les prépare à se battre contre un garçon, puis les garçons contre une fille, puis c'est un enchaînement qui est tellement vaste. Ça permet d'avoir une attitude différente face aux différents conflits qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Hein. C'est ça, puis c'est comme je te disais, la confiance peut faire beaucoup de choses que lui, il peut, à place de paniquer puis de pogner les nerfs, il va penser à son affaire, puis il va pouvoir analyser, puis là, il va dire, OK, faut pas que je me bats, faut pas que je fasse ci, mais il va avoir compris beaucoup de choses. Là, Carole, on discute beaucoup de karaté. Je pense qu'on a peut-être réussi à donner peut-être le goût aux gens à la maison de peut-être inscrire leur enfant ou peut-être même participer eux-mêmes à ce cheminement-là, dans cet art martial-là. C'est quoi la procédure à suivre pour s'inscrire et puis embarquer dans l'équipe du dojo Moro Karaté? Oui, ben, les journées que j'ai du lundi, mardi, mercredi. Le lundi et mercredi, c'est des cours de 8 ans et plus. C'est des jeunes de 8 ans et plus. Puis le mardi, c'est les enfants, je commence bon âge, je commence à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pourvu que le jeune est capable de au moins se concentrer un petit peu là, pour écouter un petit peu le prof, puis on les prend à 4 ans, 5 ans, 6 ans, on les débute, c'est pour s'amuser, ils sont vraiment là pour s'amuser, il n'y a pas de ceinture à passer, il n'y a rien, c'est seulement une discipline de karaté pour les préparer à sauter à l'autre étape, c'est de 8 ans et plus. Là, on parle vraiment 8 ans et plus, c'est vraiment plus sévère. Il y a plus de discipline, puis il y a vraiment plus le contrôle des absences à l'école. Comme moi, là, je tolère des absences par maladie, et vraiment, là, quand que le jeune me dit ben, « j'ai été malade », ça me prend un papier de médecin. Moi, des affaires de dire ben, « soit je file pas », ça ne m'intéresse pas. On essaie de garder les jeunes plus actifs, au moins 2 fois par semaine. Sinon, je les retourne auprès, je sais pas moi, 10 absences. Reste chez vous, c'est pas ta place parce que moi, je suis bien discipliné. On a juste une carte de punch pour voir les dates, pour voir quel jeune, quelle place qui vient pas. Fait que le contrôle est complètement fait au complet. Donc, peut-être rappeler le numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre justement pour s'inscrire ou avoir de l'information? Oui, j'ai 2 numéros de téléphone. À la maison, c'est 689, c'est 385-4444. C'est pas dur à retenir, 4444. Puis mon téléphone à moi personnel, c'est 689-0333. Bon. On a parlé de karaté, mais il y a aussi de la remise en forme, dite, le terme c'est Taibo, c'est bien ça? Oui, Taibo. Oui. Donc, les gens ne sont pas nécessairement, il n'y a pas qu'exclusivement du karaté à votre dojo Moro Karaté. Non. On peut aussi pratiquer le Taibo, ce qui permet aux gens de tout âge de pouvoir vraiment pratiquer une remise en forme que je pense pas me tromper en disant qui est assez efficace, merci. Ah, oui, on se fixe des objectifs et on a des bonnes chances de les atteindre. Ah oui. J'ai des personnes là, qui sont fixées des objectifs assez ambitieux parce que j'en ai qui ont perdu jusqu'à 30-35 livres de perdu depuis le mois de septembre. Puis sont vraiment en forme parce que le groupe que j'ai vraiment, là, encore hier soir, et je mets tellement de cœur dans mon entraînement que le monde qui est là, ils veulent vraiment quelque chose de bien. C'est comme que je disais tantôt, tu ne peux pas venir chez nous pour t'entraîner 1 fois par semaine. Je demande 2 fois par semaine pour tout le monde. Il faut que tu viennes au moins 2 fois par semaine. Si tu veux te mettre en forme, tu ne peux pas te mettre en forme avec 1 fois par semaine, c'est impossible. Chez nous, c'est 2 fois par semaine.
Puis je suis bien équipé. J'ai des beaux bicycles stationnaires, pour faire du spinning, j'ai du tapis roulant, j'ai des punching bags. On fait un peu de tout. On fait de la boxe, on fait un peu de tout. Puis après ça, on fait du taïbo, puis on fait beaucoup d'exercices au sol. On touche à tout ce qu'il y a comme condition physique que tu ne vois pas niveau. C'est complet. Oui. Et puis taïbo, est-ce que c'est marié avec de la musique, c'est tout ça? Oui, c'est toujours la musique parce qu'on change les idées des personnes. Oui. C'est toute l'expérience de mon entraînement qui a fait que j'ai tout acheminé, chaque chose. Les bicycles, les tapis roulants, la mise en forme, la musique, l'atmosphère, où ce qu'on travaille. Il y a beaucoup de choses que, quand tu rentres là, c'est vraiment pour te mettre en forme. Okay. Tu peux pas aller là et dire, moi, m'a mangé un chip, m'a faire ci. C'est défendu de manger à l'intérieur. Nous autres, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de poutine après les entraînements? Non, il n'y a pas de poutine. Ah, Chez nous, non, il n'y a pas de poutine. Dommage. Comme la poutine. Donc, ça résume quand même assez bien l'ensemble des activités qu'on peut faire au dojo Moro Karaté. Et pour l'inscription du taïbo, c'est la même procédure qu'avec le karaté? Oui, mais oui puis non, parce que le taïbo... C'est des journées différentes, je crois. Oui, c'est des journées différentes. C'est lundi, mercredi. Ça commence à 7h moins quart, à 8h moins quart. Puis les personnes qui veulent s'inscrire présentement, c'est débuté, ça fait au moins 5 mois. Je prends le monde présentement, il faut qu'ils m'appellent avant pour que je peux étudier s'ils sont assez en forme ou qu'ils sont vraiment pas en forme. Ben, donc, vous êtes capable d'adapter l'entraînement en fonction de la condition de la personne. Oui, mais ça, c'est bon à savoir aussi. Ben oui, parce qu'on ne peut pas commencer là, avec une gang qui sont débutés, là, puis là, qui sont en forme au bout, puis rentrer quelqu'un qui est débutant dans ça. C'est important que faut que je rencontre la personne, je parle qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Puis après ça, on analyse qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc, vous êtes un genre de diagnostic là, de la condition physique générale de la personne. Oui. Puis après, on entame un programme d'entraînement qui est bien établi, puis avec des objectifs dans le domaine du raisonnable. Hein, bien, c'est sûr, parce que tout ce que tu veux, ça prend toujours un suivi. Ouais. Ça prend quelqu'un qui a l'expérience aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'ai eu des femmes qui ont venu chez nous, elles avaient mal des genoux. Hey, moi, je ne peux pas m'entraîner, j'ai mal des genoux, j'ai mal dans le dos. Surtout avec les ordinateurs aujourd'hui, tout le monde peut mal dans le dos. Le problème, c'est que manque d'exercice, c'est le manque de renforcissement du corps. Parce que tu es en position pendant 8 heures de temps, attends-toi que tu vas avoir des problèmes à quelque part. Là. Tout à fait. Ça fait qu'il faut que tu... C'est ça que je fais. J'ai renforcé le monde dans tout le domaine au complet du corps. Fait que des problèmes de genoux, des problèmes de cheville, des problèmes de dos, je règle presque tout. Bon. Ah, j'ai eu des médecins qui sont venus s'entraîner chez nous déjà, puis il y avait des problèmes de dos, puis ils ont essayé de me faire comprendre que non, moi, ce problème-là, c'est dur à guérir. Je pense que j'ai tout guéri, tout le monde, parce que c'est vraiment un produit miracle. Hein. L'entraînement, l'étirement, c'est comme je disais à mes femmes qui viennent s'entraîner, il y en a qui, des fois, quand tu vieillis, on commence à courber un petit peu. C'est normal, c'est le manque d'étirement. Le monde, il s'étire pas assez. Pas assez de flexibilité. C'est vraiment spécial, l'entraînement. Donc, un bon endroit pour la remise en forme et la pratique du karaté, eh bien, c'est chez le dojo, c'est au dojo Moro Karaté que ça se passe. Oui, c'est sûr, Mirko. Puis comme je te disais tantôt, avec l'expérience que j'ai eue dans toutes les années, j'ai eu des blessures puis tout ça. Puis je peux en parler avec mes jeunes, avec le monde des parents, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des secrets dans ça. Là. Des blessures, ça ne guérit pas tout seul hein, qu'avec des pilules. Oui, je comprends. Il faut vraiment se protéger avec des choses. Puis j'ai l'expérience pour tout, en tout cas, analyser le plus possible. Donc, c'est ce qui va terminer notre petite entrevue d'aujourd'hui, M. Carole. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez les numéros de téléphone et vous contactez directement le professeur de karaté, M. Carole Moreau, et aussi propriétaire du dojo Moro Karaté. Merci de votre visite à l'émission Reflet d'ici. Ça m'a fait plaisir, Mirko, puis à la prochaine. À la prochaine. On garde le contact. Oui, pas de problème. Bien, mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Madame Jocelyne Cauvier, cette semaine, on va discuter de plusieurs faits intéressants, je crois. Oui, j'ai décidé de faire un petit peu de recherche éparpillée sur plein de sujets. Du coq à l'âne? Exactement. Il ne faut pas en tenir compte. Non, il y a vraiment... Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'amène les images avant l'émission au régisseur, puis... Quand il voit les images, je ne vois tellement pas le lien. Il cherche le lien. Là, il cherche vraiment. Tu envoieras un texto pour oui, qu'ils comprennent le tout. Alors, je commence avec les voitures et la pollution.
Ça prendrait 20 voitures actuelles, des voitures moyennes, pour équivaloir à la pollution que faisait une voiture des années 60. Bon à savoir, il y a eu une belle évolution. Oui, ça, c'est le bon côté. Là. Je pense que c'est de moins en moins polluant. Et même si on prend une voiture des années 90, il y a une très grosse différence avec les voitures actuelles. Là. Moi, je sais pas si tu te rappelles ma grosse vanne que j'avais. Oui. Je la faisais partir 12 piastres. Tu regardais en arrière, tout ce que tu voyais, c'est... Le réchauffement climatique, c'est toi. Une chance du bon Dieu qu'ils ont amélioré ça, parce que même les systèmes anti-pollution sont rendus obligatoires sur l'ensemble des voitures maintenant. C'est vraiment une bonne chose. Une bonne chose, oui. Ensuite, le son qu'on entend quand on prend un coquillage près de la mer, puis on écoute la mer, je ne veux pas péter la bulle des gens, mais c'est la circulation sanguine de notre tête qu'on entend, en fait. Ah oui? Une espèce de bruit, ouais. Bon, je suis déçu. Je viens de... Oui, c'est ça. J'ai toujours tout jeté mes coquillages. Tu peux continuer à t'imaginer. À écouter ma circulation sanguine. Exactement. Ça va, la pression est haute. Au lieu que la marée haute ou la marée basse, c'était la pression haute et la pression basse. C'est ça qui arrivait. C'est ça. Ensuite, on a la plus grosse fleur du monde qui s'appelle Arum Titan, qui s'appelle aussi le pénis de Titan. Les gens vont voir l'image, c'est assez... Ah oui? Oui, c'est ça. Moi, la fleur la plus intelligente que je trouve ici le printemps, c'est la fameuse pissenlite. Ah, c'est assez... Elle, tu pars la tondeuse, elle se couche toute. La tondeuse est finie, se lève le bout. Mon Dieu, je les aime pas. C'est vrai. Je pense que c'est pas le seul à connaître ça. C'est des fleurs intelligentes. Ah, il y a toutes sortes de fleurs. Ils s'envoient des textos. Couchez-vous! Oui, un système de communication très sophistiqué. Oui. Donc, pour revenir à mon Arum Titan, je vais dire le nom latin, je pense. C'est donc la plus grande fleur du monde. Ça peut mesurer près de 3 mètres. Puis le tubercule, ça peut peser 80 kilos. C'est presque du 200 livres. C'est tout un engin. C'est tout un engin. Donc, ça prend une dizaine d'années pour fleurir, cette fameuse fleur. Puis, ça produit une odeur de viande pourrie. Intéressant. Oui, ça donne envie d'aller en voir une. Pourquoi? Bien, ça attire les coléoptères. C'est les insectes qui la pollinisent. Puis eux, bien, ils aiment l'odeur de viande pourrie, ça a l'air. Puis, à noter que l'odeur est détectable à 800 mètres. Bon. Autant pas en avoir un champ rempli derrière la maison. T'es mieux avec ton champ de pissenlit que ça. Oui, je pense que oui. Il faut le voir de même. Ensuite, l'emploi le plus dangereux du monde, c'est les pêcheurs de crabes d'Alaska. À un moment donné, il y avait comme une télé-réalité qui passait là-dessus, mais c'est ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et même le métier de pêcheur en tant que tel, c'est considéré comme un des plus dangereux au monde. Il y a 24 000 pêcheurs qui meurent à chaque année. Oh! Ça peut être donc, statistique à l'appui, là. Oui, ça peut être par noyade ou souvent par les hameçons, puis en tout cas, c'est... Donc, si je reviens à mes pêcheurs de crabes d'Alaska, les gens ont sûrement vu des images de la télé-réalité, mais c'est ça, les chalutiers, ils affrontent des vagues de 10 à 12 mètres par du moins 20 degrés Celsius. Puis souvent, c'est des journées de 24 heures. Donc, quand tu es épuisé, évidemment, tu es beaucoup plus sujet à avoir des accidents parce que tu es moins vigilant. Donc, c'est un métier très à risque. C'est très exigeant. Oui. Ensuite, ça prend plus de calories pour manger un morceau de céleri que le céleri en contient lui-même. Tu sais, on dit dans les diètes, c'est bon de manger du céleri, mais c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de... C'est fondé. C'est fondé, on va brûler plus de calories que ce qu'il y en a dans... Donc, est-ce qu'on explique un peu plus le pourquoi? La mastication est longue, la façon de le digérer, peut-être? Ben, ça demande beaucoup pour digérer. C'est que le céleri a tellement pas beaucoup de calories à l'intérieur de ce légume-là. Puis c'est sûr que manger, on ne se rend pas compte, hein, mais on brûle des calories. C'est sûr que si on mange un Big Mac, on va peut-être, en bout de compte, là, la somme des calories, ça va être plutôt négatif. On risque plus d'engraisser. Mais quand tu as quelque chose comme du céleri, il n'y a tellement pas de calories que c'est ça. Donc un Big Mac avec du céleri. C'est ça que je voulais dire. C'est sa solution. Tu as bien compris. C'est peut-être un peu plus calorique du sel-pleur, mais ça, c'est une autre affaire, là. Je n'ai pas fait de recherche sur le sel-pleur. Ah, bon, on va rester avec le céleri. Le céleri. C'est plus joyeux. Exactement. Ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a... C'était platant. Non, je la ris encore. Je sais pas ce que je l'ai pris. Je vais m'en souvenir. Ouais. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on faisait un usage assez particulier des condoms. On recouvrait les canons des fusils. Le régisseur rit parce qu'il a vu l'image d'un fusil avec un condom, puis il se demandait donc c'est quoi ça? Bon.
Donc, c'est ça, c'est véritable, là, ça a vraiment arrivé. Les soldats mettaient les condoms par-dessus le canon des fusils. Ça protégeait contre l'eau et le sable, pour pas que ça arrive à l'intérieur. Donc, même les soldats se protégeaient. Les soldats se protégeaient, puis l'avantage de ça, c'est qu'on pouvait tirer sans avoir à retirer le condom sur Après usage. Après usage. Mais l'armée utilisait les condoms pour beaucoup d'autres choses aussi. Bon, pour l'utilité qu'on lui connaît, évidemment, mais aussi pour, au niveau des marins, on protégeait la nourriture, les cigarettes et les allumettes de l'eau. On les mettait dans des condoms. Bon. Alors, un petit... Plusieurs utilisations. Petit pan de notre histoire. Exactement. Quand Patrimoine Canada fait ses publicités, c'est des choses qu'on ne voit pas. Pas souvent. Ensuite, les panthères, c'est en fait des léopards noirs. J'avais jamais pensé à ça. Oui, puis si on regarde bien une panthère, on va voir des taches comme un léopard. Sauf que comme elle est noire, bon, il y a moins de contraste, là, mais les gens vont voir une image, là, puis c'est effectivement, là, on voit des taches. Ah bon? Je n'ai jamais remarqué. Ensuite, les chats, ils ont une centaine de sons vocaux, puis les chiens, une dizaine. Ça m'a surpris de voir la différence. Mais c'est vrai que quand on écoute un chat, il y a différentes façons de miauler. Là. On a tous déjà fait ça, s'asseoir et écouter son chat. Évidemment. Oui. C'est subtil, hein? Ah, très subtil. Ensuite, Bruce Lee. Tu te sens seul? Une chance qu'il y ait texto, parce que on voit ça de moins en moins avec tes téléphones intelligents. Tu écoutes ton chat miauler en mangeant du céleri. Oui. On avait un CD, nous, complet de chants de Noël de chat. Oui, puis c'est la pure vérité en plus. Une commandite de notre ami Alain. Mais tu vois, il n'aurait pas pu avoir un CD d'aboiement de chien parce qu'il y a moins de possibilités. J'imagine. Oui, un chat, ça peut... Pardon? Oui, il y a les chèvres aussi qui chantent. Ah, les chèvres, puis il n'y a pas des écureuils aussi? Des chipmunks, quelque chose? Oui, c'est vrai. Oh, je viens d'avoir un souvenir. Oui, tout à fait. Je vais continuer avec Bruce Lee. Bon. Ben... suivre le rythme. Mais toujours dans la même continuité, là, du coq à l'âne. Donc, Bruce Lee, bon, évidemment, qui était excellent dans les arts martiaux. Normalement, les films d'arts martiaux, on va les diffuser de façon plus rapide pour que les combats la plus rapide. Oui, on va accélérer le mouvement. Mais Bruce Lee, c'était l'inverse. On le filmait au ralenti, en fait, parce que c'était la seule façon que les spectateurs pouvaient vraiment voir les mouvements qu'il faisait, tellement il était rapide. Là. Incroyable. Oui, c'était tout un athlète. Tout un personnage. Oui. Ensuite, les yeux clairs, donc les yeux bleus, verts, voient mieux dans le noir. Ça, c'est parce que quand tu as les yeux clairs, il y a plus de lumière qui peut entrer. Le mauvais côté, c'est ça, tu dois savoir, c'est que les yeux bleus, verts, hein? Le soleil, c'est sûr qu'on est beaucoup plus sensible à ça. Beaucoup de difficultés à conduire l'été, moi, à cause de ça. Oui, c'est même la neige. La neige réfléchissante, là, c'est vrai. Ensuite, le WD-40, c'est un produit anti-corrosion qu'il y a dans beaucoup de maisons. Là. Le WD, c'est Water Displacer, avec mon bel accent anglais. Le 40, à quoi il sert? C'est qu'en fait, ça a pris 40 tentatives pour trouver la bonne recette. Ah oui? Oui, c'est juste ça. Ensuite... Ça s'arrête là, cherchez pas plus loin. Non, l'histoire se terminait là. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. À la Gump. Ensuite, le grand officier perse Abdul Qassam Ismail, c'est un officier du 10e siècle. Lui, il aimait beaucoup lire. Puis il y avait une bibliothèque de 117 000 volumes qu'il déplaçait quand il allait quelque part. Il déplaçait sa bibliothèque, ça prenait 400 chameaux. Je pense qu'ils ont 2 bosses chaque. C'est pour ça qu'ils ne prenaient pas des dromadaires, ça ne rentrait pas dans la ligne. T'as tout compris. C'était classé par boss. Non, mais tu t'imagines-tu la bibliothèque qui suit là? Non, mais c'est comme un peu particulier. Il vient de quel endroit, ce monsieur-là? De Perse. OK. C'est 10e siècle, c'est ça. C'est important pour lui, il faut... La Perse. Je vais continuer avec le beurre d'arachide. Bon. Le beurre d'arachide, ça permet d'enlever la gomme des cheveux et des vêtements. Ah bon? J'aurais aimé savoir ça quand j'étais jeune. Mon Dieu, tu me rappelles des mauvais souvenirs avec ça. Cheveux longs, gomme. Par l'expérience. Oui.
Ensuite, le mot mafia, qu'est-ce que ça veut dire, mafia? Ben, c'est de l'italien, mais si on traduit chaque lettre M-A, ce que ça veut dire, c'est mort au français et le cri de l'Italie. Ah, il y a quelqu'un qui a passé à la commission de Montgomery qui aurait peut-être aimé avoir la définition parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Il ne savait pas c'était quoi? Bon, mais c'est ça. Tu disais déjà? Mort au français et le cri de l'Italie. Mais si je le dis en anglais, là, moi, c'est morte. Mais je ne le savais vraiment pas. Non, mais moi non plus. Je pensais que c'était simplement le nom de l'organisation Oui, criminelle. moi, je pensais que c'était un mot italien, mais c'est ça, chaque lettre veut dire un mot italien, puis c'est ça. Il faut comprendre, c'est en 1282, il y a eu une invasion française en Italie, ce qui fait qu'il n'aimait pas beaucoup les Français. Bon, c'est là que tout a débuté. Voilà. Ensuite, le plus grand chien du monde, qui s'appelle Zeus, qui mesure 1,12 mètres, puis pèse 155 livres, c'est du chien. C'est un Danois de 3 ans. Les gens vont voir des images. Moi, j'ai regardé les images, puis je pensais que c'était des trucages sur Photoshop tellement qu'il est gros, là. Ah, oui. Ça n'a comme pas de bon sens. Lui, il mange 15 livres de nourriture par semaine, puis il boit directement dans le robinet de l'évier. Il n'a pas besoin de se grimper, il est juste à la hauteur du robinet. Oui, oui, c'est impressionnant. Puis les propriétaires disent que quand ils le promènent, ils se font régulièrement demander si c'est un cheval. À ce point-là. Oui, à ce point-là. Les images doivent être impressionnantes. Oui, c'est très impressionnant. Puis pour terminer, je termine avec un fait divers assez drôle. Il y a des gens qui essaient de photocopier leur derrière. Dans le beurre de pinot? Non, il n'y a pas de beurre de pinot. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, les gens essaient de photocopier leur derrière. Bien, ça, c'est responsable de 23 des pannes de photocopieurs dans le monde. Il n'y a jamais de bon sens. C'est quand même beaucoup, là. C'est le quart des pannes qui sont causées par du monde qui photocopie leur derrière. Eh bien, en passant, il y a un photocopieur ici. Peut-être ce générique de fin. On pourrait avoir un générique de fin différent cette semaine. C'est bon à savoir. Ben là, s'il tombe en panne, c'est ça. Ben là, ça c'est une autre histoire. Vous saurez pourquoi. Encore une fois, une capsule divertissante, cocasse. Cocasse. Et à un certain point instructive aussi, ne serait-ce que pour le mot mafia. Là, oui. Je vais me coucher ce soir en méditant sur le sujet. Je ne savais pas que c'était à cause des Français que tout ça avait débuté, l'organisation en tant que telle. Là. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web, au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur Facebook. On se laisse sur des images des étudiants en karaté de M. Carole Moreau, prises directement à son dojo. Et là-dessus, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On fait attention, on fait des beaux coups de pied pour commencer, les amis. On met 2 minutes. C'est parti! Allez, le 4. On lance. 2 kicks. Allez, bon. Hop. Avance-toi, Jean. Avance-toi un petit peu. Va essayer de chauffer un petit peu. Et ça. Bloque les jambes. Bloque. Back punch. Et ça. Ouais, on lève. Et ça. Back punch, c'est ça. Lève-toi les deux, Charlie. On se place. Comme ça. 2 kicks. Ah, c'est ça. OK, on revient. Mais tous de côté. Attention, c'est parti. Comme ça, c'est beau, ça. Back punch, c'est pas un kick. On bloque les jambes. Bon, attention, on va. Pas trop fort. On j'arrive, vas-y tes jambes, lève tes jambes. Cache ton ventre, mon petit. Cache ton ventre, ici. Comme ça. Mets ta main comme ceci. Non, ici, ta main, puis elle, ici, ta bloque. OK? Vas-y. C'est bon. Back punch. Vas-y, back punch. Oh! Bah, vas-y. On lance. Comme ça. C'est bon, ça, mon homme. Alors, punch au corps. Hop. C'est ça. OK? On y va pour 1 point. OK? Seulement 1 point. On va par le haut. Attention. On vous faire mal. OK? Attention. Doucement. C'est parti. Proche, on y va pour 1 point, les gars.
Saluez-vous. On se donne la main. On se donne la main, les amis. Beau combo, hein? Super beau. OK. Faites attention. Je peux avoir le contrôle toujours. OK? Faites attention. Alex, tu es là. Fire! Hop! J'avais un coup de pied, mais je n'ai pas pu voir, c'était bloqué. On y va. On continue. Fire! Regardez le côté si vous êtes capable de voir si le point est bon. Reprenez vos places. C'est vos places, ça? Oui, OK. Un point là. Faille. Hop. Un point là. Là, c'est un premier point gagne. Attention. OK. Faille. Oh, super! Oh, beau point! Saluez-vous! Gagnant! Parfait! Beau, Alex. Quoi? Fight! Bon. Attention, fight! Hop! Un point. Fight! Hop! Deuxième point. Saluez-vous! OK, on va s'asseoir, on donne les pads. Ça, on y va. C'est parti! Bon, pas prêt. Attends, choisis. Hop! Un point là. Attention. Fight! Hop! Deuxième point. Saluez-vous. OK, on va s'asseoir.